Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'été du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Réparer et faire soi-même, vous le savez, c'est tendance. La preuve dès le début de ce journal avec Moselle TV qui a suivi la formation d'éco-technicien. La chaîne Télé Grenoble, elle, nous parlera d'une plateforme qui rapproche artisans professionnels et curieux amateurs. Et puis plus rouge que le label rouge, les tomates de Marmande sont les premières à se voir distinguées par ce signe de gage de qualité. Une bonne nouvelle pour la production locale, nous expliquera TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Et puis TVR nous conduira dans les coulisses d'une course pour le moins spectaculaire et originale, celle de tracteur-tondeuse. Secousse et bonne humeur garantie en fin de journal. Et si cet été vous décidiez de réparer au lieu d'acheter, la tendance liée à l'économie circulaire ne cesse de se développer en France. En Moselle, une entreprise spécialisée dans la réparation d'électroménagers à domicile forme des éco-techniciens. Objectif, réduire le tout jetable pour favoriser le reconditionné. Un reportage d'Uranie Tozic et de Jean Milon pour Moselle TV. Et là, par exemple, on peut voir que la porte nécessite quelques vis supplémentaires. Il scrute chaque détail, note précieusement les pièces à changer. En quelques minutes, nos éco-techniciens savent si l'appareil qu'ils ont entre les mains pourra obtenir une seconde vie. Dans cet atelier, 13 académiciens apprennent les bases du métier. On va leur faire une formation qui va durer 6 mois avec une grosse partie théorique qui va servir à apprendre tous les appareils, le fonctionnement des appareils, entrecoupés de périodes où ils vont aller avec les techniciens sur la route. Créé en 2018 à Paris, Murphy s'est implanté ensuite à Metz en 2020. Et à l'origine, il s'agissait uniquement de réparation à domicile. Depuis quelques jours, l'activité s'agrandit avec un atelier de reconditionnement local où 300 appareils attendent déjà un coup de neuf. Lave-linge, réfrigérateur, four, tout y passe pour réduire les déchets dans l'électroménager. Murphy propose un forfait de 90 € comprenant le déplacement du technicien, la main-d'œuvre sur place et le devis. 70% des appareils seront réparés au premier passage chez le client. Dans le cas contraire, un avoir sur le site est proposé pour acheter un autre appareil, lui aussi reconditionné. Alors sur ce sèche-linge, on a changé le tampon et puis il n'y a plus qu'à essayer, voilà. Depuis 2020, 3500 appareils ont repris vie entre Metz, Nancy et Strasbourg. Voilà, et dans cette idée de moins consommer, apprendre à faire soi-même peut aussi s'avérer utile pour protéger l'environnement. C'est en tout cas le pari de la plateforme intitulée Fabricable. L'idée est simple, mettre en relation artisans et curieux désireux d'apprendre. Tapisserie, tournage sur bois ou encore céramique, 30 savoir-faire sont ainsi accessibles. Les précisions de Nico Percy pour Télé Grenoble, regardez. Face aux défis climatiques et économiques, le fait main change les habitudes de consommation. Que l'on souhaite apprendre la maçonnerie, la mosaïque ou encore la broderie, Fabricable est une plateforme qui regroupe plus de 30 savoir-faire et vous permet d'être accompagné par un artisan de la région pour des stages de plusieurs jours ou des ateliers de quelques heures. Je suis Laurie, artisan couturier. Donc j'ai commencé la couture à 15 ans, j'ai fait l'ensemble de mes études dans ce domaine-là. Et ensuite, donc, j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Jeannette Eco. Aujourd'hui, mon activité est focalisée vraiment sur l'animation d'ateliers de couture et broderie. Les ateliers se passent chez moi, donc dans mon atelier. Et donc, je mets à disposition du matériel si les personnes n'en ont pas. Fabricable, en fait, m'a aidé vraiment à propulser mes ateliers. Ça m'a donné une visibilité et aussi une facilité dans la gestion. Pour trouver un artisan, rendez-vous sur le site internet de Fabricable où vous pouvez réserver un créneau sur l'atelier qui vous intéresse. Ghislain, fondateur de Fabricable, nous raconte comment l'idée est née. Alors Fabricable, c'est né sur mon vélo en fait quand je faisais la traversée de l'Amérique du Sud il y a 3-4 ans. Je me suis rendu compte que je savais pas faire de mes mains, pas en tout cas suffisamment, j'avais pas les bons réflexes. Et donc au retour, je me suis demandé comment on pouvait encourager tout le monde à faire plus soi-même et qui de mieux en fait que les professionnels, les artisans et les artisanes pour accompagner toutes celles et ceux qui ont envie d'apprendre à faire. La volonté de Fabricable est d'encadrer tous les savoir-faire existants. Il ne reste plus qu'à retrousser ses manches pour rencontrer des artisans prêts à transmettre leur passion.
En plein mois d'août, vous êtes sûrement nombreux à vous poser la question comment réduire sa consommation d'eau. Et si vous commenciez peut-être par vous rendre sur des lieux de vacances éco-responsables. Exemple dans l'Hérault où un camping a décidé de sensibiliser des touristes sur l'usage de l'eau. Un enjeu d'actualité qui se décline en plusieurs actions liées à l'environnement. Un reportage de Mélanie Caron pour Via Occitanie. Regardez. Un petit boîtier pour faire des économies. En 3 ans, ce camping a installé 37 engins comme celui-ci. Le but, détecter immédiatement les fuites d'eau pour éviter des pertes considérables. Pour cette année, on est limité à 87 000 m3 de consommation d'eau par an. Et grâce à ces boîtiers-là, donc sur 3 ans, on a économisé à peu près 30 000 m3 d'eau qui étaient dus à des fuites et qu'on a pu localiser grâce à ces boîtiers-là. Donc ça nous permet de respecter ces arrêtés-là. En moyenne, les fuites représentent 30% de la consommation d'eau. Un chiffre divisé par 3 pour le camping grâce à des alertes en temps réel. Ici, on avait une canalisation qui a été fondue en 2, qui a causé une très grosse fuite, soit une fuite de 33 m3 par jour, qu'on a pu réparer rapidement grâce à la télérelève. Et ce n'est pas tout. Pour sensibiliser les vacanciers à l'écologie, une zone de permaculture a aussi été installée avec l'aide des campeurs. Là, c'est le club ado sous forme d'atelier. On a fait avec eux cette spirale aromatique, donc ça permet à la fois de sensibiliser, de faire quelque chose de concret et de palpable. On sort un peu de tous les écrans, les réseaux sociaux et tout. On fait quelque chose de plus ancré avec la nature et qui fait du bien. Des ateliers ludiques comme ces hôtels à insectes qui responsabilisent les utilisateurs du site. Comment ils vont vivre sans maison? Parce que s'ils n'ont pas de maison, ils vont être dans le froid. Le camping prépare maintenant l'installation de son propre maraîchage pour fournir sa restauration. Voilà de bonnes initiatives à l'heure des vacances qui nous conduisent en région parisienne à la découverte cette fois-ci d'une collecte de déchets réalisée, écoutez bien, à cheval. C'est à Stein, en Seine-Saint-Denis, que ce service original est actuellement déployé. Alors pas de moteur pour ramasser les poubelles, mais des sabots et en pleine ville. Un reportage de Thomas Bilelich pour la chaîne francilienne 20 Minutes TV. Regardez. Si vous arpentez les rues de Stein, en plein cœur de la Seine-Saint-Denis, vous entendrez sûrement le bruit de ces sabots. Cutter a une mission, collecter les déchets alimentaires du quartier du Clos Saint-Lazare. Cutter, c'est un cheval qui a 19 ans. Donc ça fait 2 ans et demi qu'il fait la collecte dans le quartier. On collecte un supermarché, 2 écoles, une crèche, un restaurant, une ferme et 29 points d'apport volontaire. Là je regarde, j'appuie là. Regardez, bon là ça va, il y a du pain, il y a un peu de plastique mais bon c'est normal. 46, 66. Chaque bac est équipé d'un code barre numéroté et permet de connaître le poids exact lors de chaque tournée. En moyenne, Cutter collecte pas moins d'1,5 tonne de déchets alimentaires par semaine. Derrière ce projet se cachent les alchimistes. Les alchimistes, c'est une entreprise sociale qu'on a créée il y a à peu près 6 ans et qui collecte, composte les déchets alimentaires, produit du compost et le vend dans les jardineries, pour les agriculteurs, pour la végétalisation de la ville. Un exemple qui semble ravir les habitants du quartier. Mais c'est une très bonne initiative, moi je dis, si toutes les villes pouvaient faire pareil, il faut se lancer plutôt, c'est l'avenir. Ce projet appelé Clos Compost est pour le moment en phase expérimentale. Il faudra attendre septembre prochain pour savoir si cette initiative sera prolongée pour Cutter et les alchimistes. Elles l'ont attendu longtemps. Les tomates de Marmande sont les premières de France à bénéficier du fameux et très prisé label rouge. Un gage de qualité pour les consommateurs et qui ravit bien entendu les producteurs locaux. Les précisions avec ce reportage d'Alix Fourcade pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Pour obtenir cette petite étiquette rouge et blanche sur leurs tomates, les acteurs de la filière ont dû se battre pendant 6 ans. Donc ça a été compliqué, mais enfin on y est arrivé avec le soutien de Val-de-Garonne, du département, de la région. Donc on est très contents, on est très fiers. Ce fameux label rouge est décerné par l'Institut national de l'origine et de la qualité qui dépend du ministère de l'Agriculture, avec un cahier des charges strict qui vise à se distinguer encore plus de la concurrence étrangère, un argument de taille pour le principal producteur de tomates du secteur, les paysans de Rougeline, qui rassemblent près de 200 familles d'agriculteurs. Au-delà de la satisfaction que nous avons nous-mêmes de produire de
bonnes tomates et de les partager avec les consommateurs, mais c'est aussi bien sûr un élément de différenciation qui justifie une valeur supplémentaire, ce qui est important pour la survie de l'agriculture française. Le label rouge concerne les tomates cerises vrac, cerises grappe, ronde grappe et allongée cœur. C'est dans la ville de Marmande qu'une douzaine de producteurs l'ont obtenu en premier. Marmande s'appelle la cité de la tomate et c'était important d'avoir un label rouge qui reconnaisse la qualité de la production et les modalités de conduite de la culture qui sont supérieures à d'autres tomates qu'on produit ailleurs dans le monde et qu'on importe d'ailleurs. Ces tomates doivent être produites entre le printemps et le 31 octobre sans lumière artificielle avec des contrôles hebdomadaires obligatoires. Alors sur le terrain, les producteurs vont devoir se réajuster. Dans la récolte, le ramassage doit se faire avec des couleurs plus avancées, où les tomates doivent être plus mûres, ce qui nous crée quelques difficultés après de commercialisation. Il faut être beaucoup plus rapide pour arriver jusqu'au panier de la ménagère. Des changements importants, mais auxquels ils ont l'habitude de faire face. C'est juste un cahier des charges supplémentaire qu'on rajoute à d'autres cahiers des charges pour garantir la qualité de nos produits. La filière tomate label rouge devrait se mettre en place progressivement cet été. Elle espère atteindre 1000 tonnes de production d'ici la fin de la saison en octobre. Sans transition dans ce journal, montez le volume et ouvrez grand vos yeux pour partir à la rencontre de l'ambassadeur mondial de la bachata. Il n'est pas dominicain, mais troyen. Sami Flétrich, alias Sami El Magico, s'est vu décerner il y a peu ce titre par le gouvernement de République dominicaine. Une distinction qui vient récompenser une passion entre ce professeur de danse à succès et le rythme voluptueux de la bachata. Son portrait par la rédaction de Canal 32. Il est aujourd'hui ambassadeur mondial de la bachata. Sami El Magico a reçu le titre à Puerto Plata, en République dominicaine. Du coup, là, c'est la photo où, justement, qui immortalise un petit peu, où on remet le titre à Puerto Plata avec le gouverneur dominicain. J'étais vraiment content et c'était un honneur de pouvoir avoir ce titre-là. Son rôle, promouvoir la bachata, un style de danse originaire de République dominicaine dans le monde entier. La République dominicaine a différentes danses, la bachata, le merengue, qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO. Et aujourd'hui, ils ont décidé de choisir des ambassadeurs qui permettraient aujourd'hui de développer la bachata, la musique à danse. Pour Sami, tout commence il y a une quinzaine d'années. À 19 ans, il part en vacances en République dominicaine et y découvre une nouvelle danse et une nouvelle culture. C'était mon premier grand voyage hors Europe. Je suis parti en vacances pour un petit peu connaître un nouveau pays. Quand je suis arrivé directement en République dominicaine, j'ai été pris par la culture de ce pays qui est entre la musique, la danse, le partage, qui est totalement différent d'ici de l'Occident. À un moment ou l'autre, vous êtes sentir obligé de danser par l'ambiance. Et c'est ce qui m'est arrivé parce que moi j'étais très timide et je ne dansais pas du tout. Donc au bout d'une semaine, j'ai refusé, 2 semaines, mais au bout d'un moment, on se sent obligé de pouvoir danser et partager cette musique. Au fil des années, Sami se perfectionne et décroche en 2010 le titre de champion du monde de bachata en République dominicaine. C'est vrai que suite à ça, puis quelques vidéos qui ont fait le boom sur Internet, j'ai pu voyager dans le monde entier, j'ai fait énormément de pays. Le Troyen est aujourd'hui professeur de bachata traditionnelle, chorégraphe, juge international et depuis 2019 gérant du Barrio Latino à Troyes. C'est vraiment un lieu, si vous voulez retrouver un petit peu toute la culture latine, de l'Amérique latine aux Caraïbes. Pour moi, c'est de vraiment faire voyager les gens le temps d'un soir, d'un week-end. En parallèle, Sami organise chaque année un festival de bachata traditionnel à Troyes. Du rythme des pas endiablés, de la bachata, la puissance du feu et du métal dans cette édition, prenons la direction des Vosges pour parler d'une profession historique, celle de coutelier. Fabriquer des couteaux de haute qualité, c'est l'activité de Karim Valentin, cet ancien boucher qui façonne des lames, mais aussi des manches et des étuis. Un véritable travail d'art que nous présentent Aurélie Colombel et Thomas Herman pour Vosges Télévisions. Au cœur du village de Denis-Père, à proximité de Saint-Dié, le bruit du marteau frappant l'enclume retentit. Depuis 2 ans, Karim Valentin a ouvert son atelier de coutelier forgeron. Il fait se réchauffer à 1000 degrés le métal pour le travailler à sa guise. On va partir de ce morceau d'acier brut. On va ensuite forger une lame pour lui donner à peu près la forme finale. Et seulement par la suite,
On va attaquer sur ma machine ce qu'on appelle les moutures pour enlever le surplus de matière, pour enlever toute la partie forge, pour arriver presque à un tranchant, quoi. C'est l'absence de routine qui motive cet ancien boucher. Une reconversion qui lui fait emboîter le pas de son grand-père, lui-même forgeron en son temps à Ban-sur-Meurthe-Clefcy. Chasseur à l'arc, il s'est un jour intéressé à la fabrication d'un couteau pour gibier. Et à force de regarder des vidéos de fabrication, un jour je me suis dit tiens, pourquoi j'essaierais pas de m'en faire un ? Et je m'en suis fait un, et après tous les copains m'en ont demandé un, et puis après on m'en a demandé un peu partout dans les Vosges, alors il a fallu que je me mette en micro-entreprise. Et puis voilà, de fil en aiguille, c'est devenu mon métier à plein temps. Son carnet de commandes est même rempli 1 an à l'avance pour une clientèle internationale. Couteau de chasse, de cuisine ou repliable, Karim fabrique ses pochettes avec du cuir issu d'une tannerie du Tillot. Cet autodidacte façonne également les manches adaptées à ses lames. J'aime travailler des bois du coin. Les gens du village, quand ils m'achètent un couteau, ils aiment bien avoir du bois du village. J'ai eu la chance de récupérer un magnifique noyer, du noyer de Denipaire. Alors les gens sont super contents quand ils ont un couteau avec du noyer de Denipaire. Quant à l'acier, le cours s'est envolé, prenant 30% en 1 an. Un alliage fer-carbone pourtant indispensable et qui, pour son usage spécifique, provient principalement de Russie. On peut dire que ça a évolué au niveau des aciers. Alors dans le temps on faisait déjà de très bons aciers, mais maintenant on fait des aciers qui sont hyper pointus. Avant dans le temps c'était compliqué d'avoir un acier qui pouvait allier dureté et souplesse. Alors généralement on faisait 2 couteaux différents. Pour un couteau de chasse basique, il faut compter 2 à 3 jours de travail. Des tranchants qui peuvent coûter jusqu'à 1 000 € l'unité. Voilà, et un travail raffiné et de qualité, elle en a fait elle aussi sa vie. Alexandra Karl est une créatrice spécialisée dans l'art miniature. Originaire de Genève, elle s'est naturellement tournée vers l'horlogerie. Et dans son atelier, elle peint, sculpte et grave des pièces avec précision pour donner vie à des montres uniques et exclusives. Portrait d'une artiste pas comme les autres, signé Luc Arouk pour la chaîne 8 Mont-Blanc. Minutie, calme et patience sont les maîtres mots d'Alexandra Karl. Cette artiste spécialisée dans le travail miniature peint, cisèle et grave des montres uniques et singulières. Cet art, répandu chez nos voisins genevois, nécessite la plus grande précision. C'est pourquoi Alexandra a recours aux loupes binoculaires. Là, je suis vraiment plongée dans la pièce. Et on retient presque son souffle en fait quand on peint. On ne devrait pas, mais c'est la concentration plus le souffle. En fait, il faut bien respirer quand même. Ce véritable travail d'orfèvre nécessite évidemment du temps, beaucoup de temps pour que l'artiste puisse exprimer pleinement son talent du bout de son pinceau de seulement 1 mm de diamètre. Je suis comme si j'étais traversée par quelque chose qui guide mon pinceau, qui guide mes mains. Et à travers ça, je traduis, je donne le meilleur de moi-même en fait. À chaque pièce, c'est un plaisir d'œuvrer vraiment pour satisfaire le client. Là, sur une pièce comme celle de John Michael Phlox, il faut du temps, ça se fait pas en 5 minutes. Et vraiment, je vais jusque dans le détail. C'est ça qui me plaît. C'est de sortir des petits détails que, comme ça, en regardant la montre, on ne l'aurait peut-être pas vu, mais moi, je suis là justement pour accentuer ces petits détails. Privilégiant le 100% local, Alexandra Karl collabore exclusivement avec des horlogers indépendants. Elle travaille actuellement sur la reproduction de cet ancien papyrus du Moyen-Orient. Je me suis inspirée de cette ancienne horloge Al-Jazari avec ses couleurs très, très lumineuses. Et donc là, je suis en train de faire la partie arrière et ici nous avons la partie avant avec une belle gravure. Sur cette pièce-là, 15 jours de micro-peinture seront nécessaires. Une fois assemblée, cette montre sur mesure coûtera quelques dizaines de milliers d'euros au futur acquéreur. Le prix à payer pour s'offrir une œuvre d'art hors du commun.
Allez, direction la Corse pour clôturer cette page consacrée aux talents artistiques avec cette fois-ci un lieu de partage, de convivialité, l'atelier d'Hélène Erika. Cet artiste y accueille des novices désireux de se former à la gravure et ses spécificités, comme vous le voyez sur ces images de nos confrères de Télépaésé, propos recueillis par Loïc Leprince. L'art gravé est un peu dédaigné en ce moment par les artistes et c'est dommage, en particulier pour les jeunes, parce que c'est une source d'inspiration très importante. Ça permet déjà de se dépasser un petit peu, parce que c'est un art de la patience, on va dire. C'est un art qui n'est pas facile, hein. Il faut acquérir un savoir-faire, mais c'est vrai qu'on a une grande satisfaction, parce qu'on est vraiment, comment dire, dans la continuation de l'histoire de l'art. Voilà ce qu'on peut faire, une petite séance. Le dessin, la gravure et puis l'impression. Et Hélène m'aide dans la technique que j'ai pas du tout. Et la difficulté, c'est de voir le positif et le négatif, le creux, le plein. Et ça, c'est vrai que c'est un savoir qui vient avec la pratique, hein. Elle fut l'un des symboles du marché de l'automobile des années 60-70. Disparue depuis, la marque Simca reste néanmoins dans les cœurs des passionnés en France. Alors près du Mans, une famille a accumulé des dizaines de voitures de la marque franco-italienne et progressivement leur entrepôt est devenu un véritable musée consacré à la firme automobile. Visite guidée d'Anthony Piton pour LMTV Sarthe. Dans la famille L'Huissier, on aime les Simca. Un peu, beaucoup, passionnément et même un peu à la folie. Donc là ici vous avez une Simca en Santilly, elle est de 1977. Différents modèles d'Aronde, Aronde grand large, châtelaine, berline. Et puis la Simca 1000. Dans cet entrepôt abonnétable, 70 Simca sont parqués. C'est en fait un futur musée consacré à la marque franco-italienne. À l'origine de cette marotte, Thierry L'Huissier. Son surnom, Dieu le Père. Il a transmis la passion à ses fils. Et puis avec le voisin, vieil amoureux de la marque Simca et son autre fils, ils ont créé l'association Simca Passion. Tout a commencé dans les années 80. En 85, une 1307S, et puis voilà, après j'ai eu une 1308 GT, après je suis passé à d'autres voitures. Quand j'ai eu fini ma maison, 2005, j'ai racheté ma première 1501 Simca. J'en ai racheté d'autres. Et les deux fils aînés ont suivi et achètent une Simca dès qu'une occasion se présente. Ces voitures doivent souvent être restaurées. Et là encore, ça se passe en famille, pendant les vacances et les week-ends. Dans le bâtiment de 1600 m², la famille veut retracer au mieux l'histoire de la marque au travers de ses différents modèles. C'est venu à un moment où on s'est dit, c'est bien de les avoir dans le garage sous des draps, mais c'est dommage aussi de ne pas les montrer et d'en parler. Après, certains, on ne pourra pas les avoir, malheureusement. Après, il nous en manque, oui, forcément. Donc, après, au fur et à mesure des années et du temps qui passe, on réussira peut-être à les acquérir un jour, j'espère. Simca Passion se donne encore le temps de réaménager le bâtiment avant d'ouvrir son musée au public. Démarrage espéré fin 2023. Allez, restons entourés des bruits de moteurs pour terminer ce journal avec de drôles d'objets roulants cette fois-ci, des tracteurs tondeuses. Oui, vous avez bien entendu, ces engins d'ordinaire utilisés pour entretenir les pelouses servent également dans des courses et des compétitions. L'une d'entre elles se tenait récemment en Bretagne et vous allez le voir, il ne s'agit en aucun cas d'un parcours de santé. Accrochez vos ceintures pour profiter de ce reportage de Natacha Astor pour TVR à Rennes. Sur la ligne de départ, concentration pour une course insolite, le tracteur tondeuse. Parmi les participants, cet ancien mécanicien et son bolide de 12 chevaux et demi ont fait 100 km pour assister à la course. Mon prénom c'est Christian, alias Papy, c'est marqué là. Ah ouais. Voilà. Alors de base c'est un tracteur tondeuse pour tondre le gazon, mais avec beaucoup de modifications. Vous remarquez que sur le côté vous avez des barres. Parce que on se penche et pour glisser, bien souvent le tracteur se soulève. Donc on fait un petit peu le sein, je repenche de l'autre côté et ça restabilise le tracteur. J'ai vu que c'était la première fois et j'adore ça. J'adore parce que je veux faire profiter de mon expérience. Donc si je peux apporter une aide à certains clubs qui débutent, c'est volontiers. J'ai fait le déplacement avec le camping-car, comme ça ce soir on reste ici, demain il y a la fête, on va profiter de la fête. C'est un peu pour ça qu'on est venu aussi. À Fleurigné, près de Fougères, c'est une première, alors le terrain n'est pas encore très adapté.
C'est comme une voiture, mais c'est juste que ça secoue un peu plus. On a l'impression de prendre des dodanes tout le temps. Avec le tracteur, c'est marrant. On trouvait ça marrant avec Diane, donc on s'est inscrit. Je pensais pas que ça allait secouer beaucoup, mais on vole sur le siège. Parcours difficile avec beaucoup de dodanes et puis longue distance aussi. C'est pour ça qu'on le fait à 3 et puis comme ça on va se relier parce que ça secoue beaucoup. Je me suis fait vachement secouer. J'ai mal partout. La prochaine fois, ça sera certainement un rouleau, quoi, parce que c'est trop atroce là. Ces quelques passionnés de mécanique échangent leurs combines et techniques. L'événement a attiré environ 200 personnes. Cet été, j'ai été voir une course de tracteur-tondeuse et j'ai adoré. Et j'ai dit pourquoi pas, comme dans la région, il n'y en a pas beaucoup, il y en a moins d'une dizaine dans l'année. C'est quand même un engin qui normalement est fait pour tondre les grands espaces. Et là, on en fait des courses. Donc voilà, il y a vraiment l'aspect curiosité qui fait qu'il y a du monde à venir nous voir, oui, effectivement. Le week-end Roule des mécaniques organisé par le comité des fêtes, le GAF, s'est poursuivi avec un vide-grenier et une exposition de véhicules anciens. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi ce grand JT des territoires. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Au revoir à tous.